Professeur Goeb, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis professeur de rhumatologie dans le service de rhumatologie du CHU d'Amiens. Et donc, à ce titre, j'ai pu mener un groupe de travail multidisciplinaire sous l'égide de la Société française de rhumatologie et du Club Rhumatisme et Inflammation, qui visait à objectiver des recommandations d'utilisation et de prescription des anti-TNF applicables à l'ensemble des spécialistes français et de langue française. Et donc, ce groupe de travail a inclus des rhumatologues, mais aussi des spécialistes de pathologies infectieuses, des internistes, des pédiatres, un gynécologue, un médecin généraliste et des patients pour pouvoir réfléchir à la façon de traiter au mieux les patients et d'utiliser de façon la plus sécurisée possible les anti-TNF. Vous avez participé à l'élaboration des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les anti-TNF-alpha. Pouvez-vous nous expliquer dans quel cas ils doivent être prescrits? Alors la Haute Autorité de Santé a validé nos recommandations multidisciplinaires afin que ces traitements soient bien cadrés. Donc ils peuvent être utilisés en rhumatologie, particulièrement dans la polyarthrite rhumatoïde ou les spondyloarthrites, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique par exemple, en dermatologie pour le traitement du psoriasis, dans la gastro-entérologie, pour tout ce qui est maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Et donc tous ces traitements peuvent être prescrits dans toutes ces pathologies inflammatoires chroniques appliquées au champ de chaque spécialité. Alors bien sûr, ce ne sont pas forcément des traitements de première intention. Dans certaines situations où la vie du patient ou son pronostic fonctionnel sont en danger, dans ce cas-là, on peut être amené à prescrire rapidement ces traitements biologiques. Mais bien sûr, ils font l'objet d'une escalade thérapeutique et bien souvent, des traitements synthétiques, des traitements de fond peuvent suffire et c'est affaire de spécialistes de les prescrire. Quelles sont les contre-indications à l'instauration d'un tel traitement? Alors les contre-indications dépendent du terrain propre au patient, notamment son risque infectieux particulier. Nous avons eu au début des années 2000 des cas de réactivation de tuberculose par exemple. Donc nous sommes maintenant très vigilants quant au dépistage de cas de tuberculose latente. Nous utilisons des tests quantiférons par exemple, nous utilisons bien sûr la radiographie de thorax simple pour éliminer des risques de réactivation de tuberculose sous traitement, ce qui nous inquiète le plus. Après, nous sommes aussi vigilants sur les antécédents éventuels cancérologiques des patients pour peser le pour et le contre. On n'a pas de signal particulièrement inquiétant, même si peut-être il y a un petit surrisque de cancer cutané, par exemple de mélanome malin, donc on fait très attention, on est vigilant, on éduque le patient, mais bien sûr ça passe avant tout par un check-up important, donc une évaluation de l'ensemble des paramètres du patient, infectieux, cancéreux, des vaccinations, du souhait de grossesse. Si c'est une femme jeune, on lui explique qu'en toute rigueur, on devra arrêter le traitement avant conception, ou dans certains cas où la pathologie de la maman est tellement forte qu'on est obligé de poursuivre le traitement, il y aura des précautions à prendre tout au long de la grossesse et chez l'enfant qui naîtra. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses à vérifier et qui se font en concertation avec les médecins éventuellement aussi associés au parcours de soins du patient et au patient lui-même à qui il faut expliquer les choses et c'est un vrai partenariat. Justement, y a-t-il des bilans préalables à réaliser? Alors le bilan, comme pour tout étudiant de base qui viendrait dans le service, on lui dira qu'avant tout c'est la clinique. Donc bien examiner, bien discuter avec les gens, rechercher des faits particuliers. Par exemple, on n'aura pas la même attitude vis-à-vis des vaccinations pour une jeune femme qui est institutrice, par exemple, que pour un homme un peu plus âgé qui n'aurait pas de contact avec les enfants, particulièrement pour le risque de rougeole, d'oreillon, de rubéole, par exemple. Puisque si nous sommes amenés à décider de faire un vaccin vivant atténué qui n'a pas été fait dans le parcours du patient, eh bien ce genre de traitement, par exemple, est strictement contre-indiqué sous immunosuppresseur. Donc il faudra ne pas faire le biomédicament, mais en plus éventuellement arrêter des traitements immunosuppresseurs déjà reçus. Donc à chaque patient, on doit s'adapter. Donc l'examen clinique, l'interrogatoire, c'est très important. Ensuite, il y a un certain nombre d'examens d'imagerie, donc une radiographie des poumons au minimum. Certains vont jusqu'à faire des scanners ou des choses, mais ça, c'est une question très spécifique. Et puis ensuite, au niveau biologique, un bilan biologique standard et donc ce que nous appelons une recherche de quantiférons, donc une recherche de signes de tuberculose latente. Donc ça, c'est un examen minimum, mais il est vraiment important. Quels sont par ailleurs les effets indésirables? Alors les effets indésirables des traitements,
Très simplement, ils peuvent être une réaction cutanée locale d'intolérance au traitement. Une rougeur, un érythème, un prurite au point d'injection quand c'est un biomédicament sous-cutané. Normalement, c'est anodin et ça n'est pas très grave. On peut avoir pour certaines perfusions des intolérances un peu plus sévères avec parfois de vrais œdèmes de Quick. Donc il faut être vigilant. Ces traitements sont faits en hospitalisation de jour sous surveillance stricte du patient. Ça peut arriver, c'est très rare, mais voilà, on doit être prêt à intervenir si jamais cela arrivait. Ensuite, à long terme, on est très vigilant sur le risque de cancer, on éduque les patients, on regarde leur peau et on leur demande d'aller consulter un dermatologue, par exemple, pour le surrisque de mélanome malin tous les ans. Ça, c'est vraiment de bonnes pratiques. Ensuite, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan du profil lipidique, sur le plan de la tolérance hépatique, sur le plan de la numération formule sanguine, il y a des examens à faire de façon trimestrielle ou plus ou moins selon le patient auquel on est amené à traiter, mais il y a un certain nombre d'examens à faire de façon rigoureuse. Pour conclure, quel est le message à retenir ? Le message à retenir, c'est que grâce à ces traitements, grâce à ces biomédicaments, on a considérablement changé le pronostic des patients. Moi, j'ai commencé mon internat dans les années 2000. En 2000, on avait, j'exagère un peu, mais des corticoïdes et c'est tout pour soigner la polyarthrite rhumatoïde, avec des patients qui détruisaient rapidement leurs articulations et qui schématiquement ne pouvaient pas ouvrir une bouteille d'eau tellement ils avaient des mains déformées en quelques mois. Maintenant, on ne voit plus ça, heureusement. Les patients, on les sauve de beaucoup de choses. Alors, ce qu'on applique en rhumatologie, on le voit aussi en dermatologie ou dans les autres spécialités. Le prix à payer quand même, c'est qu'on a un certain nombre d'effets indésirables, parfois paradoxaux. On est censé traiter plusieurs maladies à la fois. On traite une spondylarthrite et un psoriasis apparaît. Donc on ne comprend pas tout, il faut rester humble, d'autant plus qu'il y a plein de nouveaux biomédicaments, plein de nouvelles cibles, plein de cytokines, plein de nouveaux messagers intercellulaires qu'on arrive à bloquer, mais plus on les bloque et plus finalement on arrive à avoir d'autres effets. Donc on ne joue pas bien sûr les apprentis sorciers, mais l'évolution de la connaissance se fait aussi à vitesse grand V en ce moment. Donc mon message c'est oui, c'est formidable, mais ça a un coût aussi pour la société. Donc il faut être vigilant sur la façon de les prescrire, il faut être vigilant pour le patient, et puis c'est affaire de spécialistes, il faut rester humble et ne pas hésiter à s'entourer de conseils de gens qui ont l'habitude de prescrire ces traitements.